Si je vous dis ressources naturelles, vous n'allez pas spécialement penser à Haïti, et pourtant. On le sait, le schéma sur le continent africain est bien connu. Le chaos est organisé, des chefs d'État corruptibles, manipulables et peu centrés sur le bien-être et les choix de la majorité sont placés au pouvoir. Des guerres sont créées, des ethnies sont mises les unes contre les autres et souvent, les finances et les stratégies qui permettent d'organiser tout ça proviennent de puissances qui tirent un maximum de profit des ressources africaines, nerf tout-puissant de la guerre. Toujours pour cette exploitation des ressources naturelles, les puissances étrangères qui se disputent le monopole de nos minerais cherchent à s'implanter dans tous ces endroits stratégiques, géopolitiquement et militairement. Eh bien, sachez qu'en Haïti aussi, il s'agit de conflits pour les ressources. En Haïti, on trouve de l'or, du cuivre, de l'argent, de la bauxite qui permet de produire l'aluminium ou encore du pétrole pour ne citer que ces ressources-là. Partout dans le monde, on entend la même chose. Les médias, les gouvernements, pour ceux qui en parlent, les organisations non gouvernementales, les ONG, tout ce monde est unanime. En Haïti, c'est la catastrophe, c'est le chaos et même la famine. Et la raison principale évoquée, c'est les gangs haïtiens. Des milices armées qui opèrent sur 80% de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, la capitale, et dans plusieurs autres coins stratégiques du pays. On estime que 2 millions de personnes sont sous l'emprise de ces milices armées aujourd'hui. Mais qui sont exactement ces gangs? D'où viennent-ils? Que font-ils? Et que revendiquent les Haïtiens qui sont dedans? Évidemment, sur Afrique Résurrection, on traite de la situation haïtienne. Parce que Haïti, c'est aussi l'Afrique. C'est peuplé d'Africains, d'Afro-descendants pour ceux qui préfèrent, mais que les clercs de peau haïtiens qui veulent renier l'Afrique qui est en eux prennent une petite claque et se ressaisissent, vous n'êtes pas descendants des Taïnos. Les Taïnos, c'est le peuple qui était présent en Haïti avant le génocidaire commerce triangulaire. Le peuple Taïno, c'est ce peuple qui a été entièrement décimé par les colons européens. Les Haïtiens sont des Africains en très grande majorité, même si on sait que des immigrations syro-libanaises notamment ont eu lieu dans le pays dès la fin du 19e siècle, ainsi que d'autres immigrations bien après la mise en esclavage des Africains déportés par les colons blancs. Ils représentent une part minime de la population. Vous devez aussi savoir qu'en 2012, Haïti était membre observateur de l'Union africaine avant de devenir quelques mois plus tard membre associé. En 2014, Laurent Lamotte, ancien Premier ministre d'Haïti sous le régime du président Michel Martelly, avait fait un beau plaidoyer pour demander l'adhésion d'Haïti à l'Union africaine. Je m'en rappelle personnellement très bien parce que je vivais en Haïti à ce moment-là. Tout le monde y croyait, mais finalement, cette demande a été refusée par l'Union africaine. Pour ceux qui l'ignorent, le principal contributeur au budget de l'Union africaine, c'est l'Union européenne. Il y a une longue histoire avec les gangs dans le pays. Haïti a toujours eu des présidents qui organisaient leurs propres milices privées et aujourd'hui, on compte près de 100 milices qui sévissent jusque dans les moindres recoins de la capitale Port-au-Prince. La technique du diviser pour mieux régner à la William Lynch a beaucoup été utilisée par les présidents haïtiens. Le dernier président, Moïse Jovenel, s'est d'ailleurs fait abattre chez lui. On se rappelle de ces images et le pays n'a plus de président depuis 2 ans maintenant, mais Mirland Maniga assure la présidence du Haut Conseil de transition. D'ailleurs, sachez qu'alors qu'Haïti aurait dû avoir 6 présidents depuis la dictature de Duvalier, il y en a eu plutôt 18. Maintenant, regardez qu'est-ce qui a été créé comme système pour aider Haïti à sortir de son chaos. Créer une mission, une énième mission internationale, et cette fois dirigée par le Kenya. Alors on pourrait se dire super, on va enfin pouvoir régler nos problèmes avec nos forces. Mais ne soyons pas naïfs, on est très loin d'une démarche panafricaniste ici. En fait, l'initiative vient des USA. Je vous encourage d'ailleurs toutes et tous à lire l'entièreté de la lettre ouverte des leaders haïtiens publiée en août 2023 et dont voici un extrait. Aucun des pays de la terre de nos ancêtres, l'Afrique, ne doit servir de caisse de résonance ou de bras armés des anciennes puissances coloniales esclavagistes, transformées en puissances impérialistes et aujourd'hui engagées activement dans un projet criminel de déstabilisation d'Haïti, de sabotage systématique de sa souveraineté, dont l'occupation américano-onusienne constitue une étape dangereuse. Et on peut se poser des questions. Comment est-ce que l'on peut confier l'éradication d'un système d'organisation de milices armées si ancré, si complexe, avec des ramifications qui parfois sont historiques? Il y a des gangs qui existent depuis plusieurs mandats présidentiels.
on va confier ça à des policiers kenyans qui peinent déjà à remettre de l'ordre dans les rues kenyanes. La police kenyane qui a déjà du mal à gérer les crises en interne avec tous ces dirigeants corrompus et qui se font des guerres de pouvoir de père en fils depuis l'indépendance. Des gens qui changent de point de vue en fonction de leurs intérêts politiques et dont le seul objectif est d'arriver au pouvoir. Quel type de technique, du coup, ils vont utiliser? Est-ce que c'est l'idée d'abattre tout le monde? De rafler les miliciens? Est-ce que l'idée c'est de tenter la réintégration sociale avec des personnes qui ont ce type de passé criminel? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu en termes de justice? En tout cas, la police kenyane devait être en Haïti depuis des semaines et au fur et à mesure que les mois passent, sa mission a évolué. D'abord, les 1000 policiers kenyans devaient être déployés pour protéger les bâtiments et les infrastructures de l'État. Ensuite, la mission s'est réajustée afin de, je cite, neutraliser les bandes armées, protéger les civils et ramener la paix, la sécurité et l'ordre. Mais ça, en Haïti, c'est pas petite affaire. En fait, la question à se poser, je pense, c'est dans quelle mascarade sommes-nous encore avec une mission kenyane commandée par les USA pour régler la crise haïtienne, les USA qui sont ceux qui financent le système des gangs et le chaos haïtien. Les chiffres évolue presque d'une semaine à l'autre, donc c'est difficile d'affirmer le montant final et le nombre d'effectifs étrangers qui sera déployé en Haïti pour cette mission. Mais on sait que le Kenya a demandé aux Nations Unies qu'environ 600 millions de dollars par an soient déployés pour les près de 2000 policiers qui doivent en faire partie. Au Kenya, l'opposant Ekuru Aukot affirme que cette décision de déploiement est anticonstitutionnelle et a même déposé un recours auprès de la Haute Cour constitutionnelle de Nairobi. En fait, le Kenya, surtout ses dirigeants, qui passent leur temps à faire les yeux doux aux États-Unis, espèrent entrer dans leur bonne grâce avec cette mission. 11 autres pays doivent aussi s'y joindre, dont le Burundi, le Sénégal, les Seychelles, la Jamaïque, le Chili, la Barbade et l'Équateur. Les Haïtiens sont toujours en train d'attendre à l'heure actuelle et sur place, beaucoup parlent de cette mission, mais combien la prennent réellement au sérieux? Vous savez, tout comme on utilise des Africains pour prononcer des décisions très impopulaires des États-Unis, notamment avec la demande de cesser le feu sur les terres palestiniennes occupées, on va utiliser des Kenyans et d'autres armées de pays noirs pour venir faire semblant d'éradiquer les gangs. Est-ce que vous me suivez? Ce système de manipulation de la pensée et de l'histoire pour produire une fausse histoire écrite par les vainqueurs. Tout comme Victor Schœlcher était une couverture pour continuer l'esclavagisme et la colonisation sous une autre forme dans les Antilles françaises, l'indépendance haïtienne, même si elle a bien été obtenue par la force de ces Africains qui ont botté très sérieusement les fesses et ont fait plier l'armée française, mais cette indépendance est en fait un événement qui s'est terminé par la création d'un nouveau système de domination, de prédation, avec cette fameuse dette coloniale qui a continué d'enchaîner Haïti et qui n'aura jamais permis son décollage et son véritable souverainisme. Encore une fois, faisons très attention aux narratifs historiques que l'on nous impose et que l'on nous a fait étudier pour détourner nos yeux des vérités historiques et des véritables problématiques et enjeux géopolitiques. Ensuite, pour comprendre aussi la situation haïtienne, et c'est valable en général pour tout le monde noir, dans toutes nos communautés, il y a clairement cette culture du silence qui entoure l'esclavagisme et la colonisation, mais qui ici, pour le cas d'Haïti en particulier, entoure aussi toutes les dictatures qui se sont enchaînées. Une culture du silence qui fait que l'on ne parle pas de ce qui a été vécu et des traumatismes que le peuple haïtien a vécu de façon individuelle et collective. Et c'est sûr que ça entraîne une reproduction du vécu, car on n'a pas regardé ni l'histoire, ni le passé traumatique en face. C'est comme ces femmes qui ont grandi dans une famille où le papa battait la maman, qui n'ont jamais fait face à ce vécu, qui n'ont jamais soigné les traumatismes que ça a créés en elles, et qui systématiquement construisent des foyers où la violence contre elles est très présente, mais qui aussi éduquent leurs garçons d'une façon qui les fera reproduire ce genre de comportement violent avec des femmes. Et ce point est très important. C'est de la même manière aussi que les parents africains afro-descendants ont tendance à éduquer leurs enfants avec des techniques qui ressemblent beaucoup plus à du dressage qu'à de l'éducation, avec une violence inouïe. Sachez pour celles et ceux qui aiment en rigoler que ça, c'est une conséquence directe de l'esclavage. C'est un comportement traumatique. Si on le transpose ici dans le cas d'Haïti ou d'autres pays qui ont vécu de grands traumatismes, cela explique que nous-mêmes, parce que nous acceptons, mais surtout par le fait que nous n'analysons pas notre vécu en assumant l'histoire réelle, en ne déconstruisant pas totalement, en ne se décolonisant pas totalement l'esprit, nous avons tendance à reproduire ce qui nous a détruit, ce qui nous détruit encore aujourd'hui. Et c'est totalement le cas d'Haïti. J'y ai personnellement vécu pendant 3 ans et j'ai pu observer avec beaucoup de précision des comportements qu'on retrouve sur tout le continent dans notre communauté. J'ai d'ailleurs réservé toute une émission sur la transmission traumatique transgénérationnelle et son impact sur nos communautés. Vous la retrouverez dans les semaines qui suivent. Revenons sur les gangs.
Si vous regardez où se trouvent ces milices sur la carte d'Haïti, si vous regardez quels sont les secteurs que ces gangs contrôlent, vous comprenez le dessous des cartes de la crise haïtienne. D'où proviennent les moyens qu'utilisent les gangs pour qu'on assiste avec un tel sentiment d'impuissance à ce chaos? Qui donne les armes aux gangs haïtiens? D'où proviennent même ces armes? Haïti a elle-même une connaissance claire de tout le potentiel dont regorgent ses sols et ses eaux. Rien n'est moins sûr. Par contre, le Canada et les USA en ont pleine conscience et depuis longtemps. Regardons par exemple les recherches qui sont faites depuis 2008, c'est vraiment récent à l'échelle de la vie d'un pays, et qui estiment que les ressources haïtiennes pourraient valoir plus de 20 milliards de dollars sur les marchés internationaux. Et ça, c'est hors hydrocarbures. Il y a aussi beaucoup de pétrole au large d'Haïti. Ces chiffres, puisqu'ils ont été rendus publics, sont en fait bien en deçà de la réalité. Il est rare que le grand public ait accès à des chiffres réels concernant les ressources naturelles. Les enjeux économiques sont vraiment beaucoup trop grands. Une estimation permet aux chercheurs américains d'avancer qu'il y aurait 3,7 milliards de barils de pétrole exploitables et un volume considérable de gaz naturel. En fait, ces réserves de pétrole appartiendraient déjà aux réserves stratégiques des USA. Évidemment, ce n'est pas du tout légal, mais on commence à comprendre que Haïti se fait avoir depuis toujours. Parce que même si cela suscite une grande fierté dans notre communauté africaine de par le monde, l'indépendance de 1804 en échange d'un remboursement d'une dette imaginaire que la France a créée, c'est très problématique. Les enjeux géopolitiques, encore une fois, sont énormissimes. Aussi énormissimes que le chaos haïtien profite aux USA. Quand l'État n'est pas fort, c'est facile d'exploiter. Pareil qu'au Congo, au Cameroun ou encore en Côte d'Ivoire, quand vous avez des marionnettes au pouvoir qui sont corrompues et qui ne comprennent rien, vous pouvez piller à souhait. Et pendant ce temps-là, l'opinion publique et les citoyens ont leurs yeux en plein sur des querelles politiques, des questions de conflits internes, de la corruption, alors que le cœur du problème est bien ailleurs. Vous pouvez couper la tête et faire partir tous ces présidents vassaux autant de fois que vous le voudrez. Le problème ne vient pas de là. C'est le système imposé par les grandes puissances. L'organisation économique du monde actuel, qui si une élite, une oligarchie des grandes puissances économiques mondiales n'exploite pas une majorité des pays ressources en organisant le plus grand des chaos, ce système économique ultra-capitaliste ne peut pas fonctionner. Et c'est un système où il convient de faire croire également que dans les pays propriétaires de ces grandes multinationales, les gens seraient libres avec un pouvoir économique et une liberté de penser, ce qui est faux. Et la solution, encore une fois, ce n'est pas de fonctionner dans ce système pour tenter de le changer, mais plutôt de le défaire pour organiser autre chose. Sinon, on ne pourra que participer plus ou moins fortement à l'oppression et à la néocolonisation des populations, avec comme première victime le monde noir. Officiellement, voici ce que l'on trouve en termes de chiffres quand on fait une petite recherche sur les ressources haïtiennes. 86,2% d'exploitation qui va aux États-Unis, 5% qui va au Canada, 2,5% à la France, évidemment toujours dans les parages celle-là, et ça c'était en 2010. Alors en termes de solutions, il y a évidemment cette idée qui ressort beaucoup de vouloir renforcer le pouvoir de l'État, le rendre plus souverain, d'organiser des dialogues nationaux avec cette notion de donner davantage de pouvoir réel et d'équité entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé ici, c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, les professionnels, des commerces, industries, les entrepreneurs. Mais en réalité, vous pourrez tourner en rond comme vous le voulez. C'est bien le système mondial de fonctionnement de l'économie qu'il faut changer dans sa globalité. Parce que ce système ne peut fonctionner que si une minorité exploite une majorité. Pour qu'il y ait de l'électricité, de l'eau et du chauffage en permanence dans les mégalopoles des grandes puissances, il faut pour cela que d'autres pays du monde vivent le chaos, soient déstabilisés. C'est le confort de certains, un petit nombre, au mépris de l'horreur pour certains autres, et ce schéma se reproduit à peu près partout dans le monde, de façon plus ou moins différente. Les gangs aujourd'hui en Haïti peuvent aussi s'organiser et être créés car il y a cette population majoritairement très pauvre économiquement, qui vit dans la frustration énorme créée par la société de consommation, cette vie de luxe dont beaucoup rêvent. Et bien sûr, il y a aussi cette arrogance maladive, provenant des familles riches d'Haïti qui font souvent tout, parfois de manière inconsciente d'ailleurs, pour que leur descendance devienne de plus en plus blanche de peau et qui se marient d'ailleurs entre eux, entoisant le reste du peuple haïtien depuis les hautes montagnes de la capitale. Vous voyez qu'il y a encore une fois beaucoup de paramètres à prendre en compte, dont certains que je ne pouvais pas aborder ici. Mais avant de clôturer, voici quelques faits qui caractérisent Haïti au moment de la publication de cette vidéo. Déjà, vous devez savoir que les membres de gangs se revendiquent comme protecteurs de leur communauté, de leur quartier, mais que dans le même temps, on observe que des citoyens haïtiens s'organisent pour se défendre des gangs.
Il y a par exemple des distributions de machettes à la population qui subit les exactions des gangs depuis toutes ces années. Ensuite, comme vous le savez, sur l'île où se trouve Haïti, il y a également un deuxième pays, la République dominicaine. Aujourd'hui, pour traverser la frontière, il faut dépenser 750 $. Également, l'ambassade des USA n'accepte plus de rendez-vous pour obtenir des visas. Ça met au moins 1 an. Mais on estime que 100 000 Haïtiens ont quitté le pays vers les USA rien qu'en 2023 avec ce qu'on appelle le programme humanitaire Biden, qui a officiellement pour objectif de lutter contre l'immigration illégale aux USA. Chacun d'entre nous doit comprendre son environnement et agir. Bandeko, levez-vous et battez-vous, mais faites-le en étant intègre, déterminé et surtout en ne laissant jamais personne vous acheter. À la prochaine.